Alors bonjour à toutes et tous. Je suis ravi d'être présent lors de cette journée Inflammation Cancer, la première du genre, et je pense qu'elle est importante. Alors moi, je vais me concentrer sur le point de vue de l'oncologue d'un patient ayant un cancer, ayant aussi une maladie inflammatoire. Voici mes liens d'intérêt, mais il n'y en a pas en rapport avec cette présentation. Alors le contexte oncologique, c'est vrai que c'est un peu le cas en médecine spécialisée. On a tous tendance à voir le patient selon le prisme de la pathologie pour laquelle on le reçoit, pour laquelle il est traité. Pathologie inflammatoire immunitaire ou pathologie cancéreuse pour les oncologues, avec l'arrière-pensée oncologique qu'un cancer devient prioritaire sur tout, ce qui n'est plus vraiment tout à fait vrai. En tout cas, cette journée est importante parce qu'on va être amené, je pense, à travailler ensemble dans le futur au vu de l'évolution des chiffres du cancer, c'est les chiffres de l'ONU. 20 millions de cas au niveau mondial en 2022 recensés, et dans 25 ans, 32,6 millions. Vous voyez que l'incidence augmente considérablement. En Europe, c'est 1 million de cas de cancer supplémentaires à l'échelle de l'Union européenne. Et pour la France, c'est environ 110-120 000, c'est à l'échelle d'une ville comme Besançon, par exemple, pour donner un ordre d'idée. L'incidence augmente dans les deux sexes, ça dépend des cancers, plus chez les femmes dans certains types de cancers, comme le cancer du poumon notamment. La mortalité, si on prend les chiffres plus bruts, forcément, l'incidence augmente, donc il y a plus de mortalité par cancer, mais ça reste hétérogène en fonction des maladies. Et dans la région Hauts-de-France, parce que beaucoup de personnes connectées sont issues de la région Hauts-de-France, on a la particularité d'avoir une région rouge en termes d'incidence et aussi rouge en termes de mortalité, même dans les cancers de bon pronostic, ou dits bon pronostic comme les cancers du sein, la mortalité est plus importante que dans d'autres régions. Une des catégories pour lesquelles l'incidence augmente le plus, c'est les patients jeunes. Alors, quel est le cut-off de la jeunesse? C'est 50 ans dans la littérature. Ça augmente dans les cancers digestifs. On a des données américaines issues des grandes databases d'assurance, le CERF, qui nous montrent que les chiffres du cancer colorectal sont assez importants pour les plus de 50 ans, alors que pour les plus de 65-70 ans, il y a plutôt tendance à diminuer. D'autres cancers digestifs suivent, comme les cancers de l'estomac, du pancréas, des voies biliaires notamment, mais d'autres types de cancers, même non digestifs, sont bien entendu concernés. Ce qui est en cause, c'est probablement la mode de vie moderne, aussi bien alimentaire, avec alimentation transformée, obésité, sédentarité, tout ce qui fait le lit de l'inflammation. Et l'obésité fait le lit de l'inflammation, qui est une des caractéristiques propres de la cancérogénèse. Ça fait partie des hallmarks du cancer, bien détaillés par Hanahan il y a maintenant 2-3 ans dans Cancer Discovery. Et donc, on va avoir de plus en plus de patients atteints de cancer et qui auront aussi de plus en plus de maladies inflammatoires. Un message important, c'est que les cancers voient leur traitement fortement évoluer ces 15-20 dernières années et que les pronostics de cancer, de certains types de cancer ou de sous-groupes de cancer, parce qu'un cancer a plusieurs sous-groupes, évolue peut-être plus rapidement qu'on ne le pense en termes de changement. Et donc, les paradigmes sont vraiment évolutifs au fur et à mesure des années. Si on prend l'exemple d'un cancer fréquent, le cancer colorectal, ce cancer colorectal, vous voyez cette publication, les traitements entre 2004 et 2006 en bleu, les traitements de tout cancer colorectal, tout stade confondu entre 2016 et 2019, la différence est significative en termes de survie. En moyenne de survie pour un patient métastatique, c'est environ 40-45 mois aujourd'hui. C'était dans les années 80-90, 6 à 10 mois de survie. Vous voyez que le pourcentage de survie à 50, 2004-2006, on est à moins de 20%, et 2013-2015, il y a 10 ans, plus que ça, je pense encore, ça a atteigné quasiment les 30%. Cela est lié à l'amélioration de la prise en charge en fonction des caractéristiques moléculaires, de l'avènement de la médecine personnalisée, des immunothérapies, bien sûr, comme on l'a dit précédemment. Il y avait des sous-groupes classiquement de mauvais pronostics pour les cancers colorectaux, le sous-groupe des patients BRAF mutés, notamment BRAF muté V600E, qui conférait un pronostic entre 7 et 13 mois. Des sous-groupes également de mauvais pronostics, les MSI, qui aujourd'hui répondent très bien aux immunothérapies, dont le pronostic est littéralement transformé, et des sous-groupes de plus mauvais pronostics que d'autres, les KRAS mutés, mais on a aujourd'hui beaucoup d'essais cliniques avec des inhibiteurs de KRAS, un oncogène qui n'était pas du tout ciblable
Et aujourd'hui, ces essais cliniques sont en cours. Ils arrivent même dans des pathologies comme le cancer du pancréas, où on a un taux de mutation de Caras impressionnant, comme 85 ou 90%. Pour le BRAF muté, donc je vous ai dit des chiffres, la survie globale est entre 7 et 13 mois. C'est une grande méta-analyse de 5 grands essais randomisés de première ligne. Vous voyez les BRAF mutés, ils sont là. Les patients race sauvage, ils sont ici. Donc une différence vraiment significative, un mauvais pronostic initial. Mauvais pronostic qui, depuis maintenant 2-3 ans, est l'avènement des combinaisons d'anti-BRAF et d'anti-EGFR est assez transformé. On a eu la communication cette année à l'ASCO-GI et aussi la publication dans les de cet essai de phase 3 randomisé de première ligne avec Folfox, encorafenib, cetuximab, ici en rouge, qui augmente vraiment significativement la survie et qui fait passer la survie de ces patients quasiment 40 mois. Donc ça rattrape la survie des patients initialement race sauvage. Donc l'adage comme quoi les cancers BRAF étaient de mauvais pronostics, oui, ça le reste si on ne les traite pas, mais si on les traite par ce traitement, le pronostic est rattrapé. Pour ça, il faut avoir ça en tête quand on traite les patients. Autre pathologie de mauvais pronostic par essence, c'est que la survie reste limitée. Les cancers du pancréas, c'est 11 mois de survie en métastatique, donc de grands essais de phase 3. Aujourd'hui, on a l'accès à la biologie moléculaire avec des enjeux quand même, c'est que ce sont des tumeurs assez fibreuses qui ne sont pas éligibles toutes à la biologie moléculaire parce qu'on n'y arrive pas tout simplement, faute de cellullarité. Mais quand on y arrive, on a 90% de patients Caras mutés, on a 10% de races sauvages. Chez les races sauvages, on a des cibles thérapeutiques intéressantes, ça peut être des BRAF mutés, ça peut être les MSI aussi, il y a 2% de patients MSI qui répondent très bien aux immunos. Et pour les Caras mutés, on a des essais cliniques qui arrivent. Alors aujourd'hui, c'est en phase 1, phase 2. Il faut bien sûr des données confirmatoires de phase 3 pour crier victoire, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas. En tout cas, le pronostic de ces cancers du pancréas dans les 10 à 15 ans qui viennent sera, on l'espère, transformé grâce à ces nouvelles thérapies inhibiteurs de Caras si elles sont efficaces, mais aussi grâce à d'autres stratégies thérapeutiques personnalisées avec notamment des essais en cours avec des signatures transcriptomiques qui orientent vers tel ou tel type de chimiothérapie, vers des vaccins ARN. Il y a un essai avec des vaccins ARN en adjuvant qui combine la chimiothérapie classique à ces vaccins ARN BioNTech et qui a des données préliminaires vraiment très intéressantes publiées dans Nature. Donc on a probablement des avancées qui viendront. Donc garder en tête le message que les cancers, même initialement mauvais pronostics, peuvent avoir un pronostic qui se transforme au fur et à mesure des années, même si pour le cas spécifique du pancréas, bien sûr, on n'est pas encore tout à fait. Alors, doit-on adapter le traitement du cancer en cas de maladies inflammatoires moi, depuis que je fais de l'oncologie il y a une quinzaine d'années, on a eu 3 grandes révolutions thérapeutiques. On a eu l'avènement des thérapies ciblées entre 2007-2008 et puis 2010-2015. Les thérapies ciblées, les anticorps monoclonaux, les inhibiteurs de tyrosine kinase multicible avec potentiellement beaucoup d'interactions, y compris avec les immunosuppresseurs. Les immunothérapies dont Jean-Marie Alexandra ont très bien parlé. Et puis aujourd'hui, c'est les ADC depuis maintenant 2-3 ans. C'est antibody drug conjugate, donc qui combine un anticorps monoclonal avec une molécule de chimiothérapie qui permet à la molécule de chimiothérapie d'accéder aux cellules cancéreuses et de détruire la tumeur par effet bystander. Mais malgré ces révolutions thérapeutiques, on a quand même beaucoup de cancers traités encore avec les bonnes vieilles chimiothérapies. C'est le cas des cancers digestifs, du protocole à base de Folfox, de Folfiri, et toutes les données qu'on a eues en immunothérapie avec les grands registres qui se sont montés de données vraies libres, on ne les a pas forcément avec les chimiothérapies conventionnelles, bien plus en pleine direction. Jean-Marie Michaud en a parlé, les patients qui ont des maladies inflammatoires immunitaires se sont exclus des essais cliniques. C'est un petit peu moins le cas pour les patients qui ont une maladie contrôlée depuis 2 ans et souvent avec des faibles doses de corticostéroïdes. On peut discuter d'une inclusion chez certains de ces patients. On a des données de vraie vie de plus en plus rassurantes, dont Jean-Marie a également parlé. Ce travail avec Alexandra Forestier, avec Marion Panaleux quand elle était interne pour les patients en pleurodermie systémique, qui nous montre qu'au final, les patients peuvent recevoir des immunothérapies sans forcément acutiser grandement leur maladie. Mais ces données de vraie vie, on les a depuis moins d'une dizaine d'années récemment et pas forcément avec le traitement antérieur. Et on ne les a pas encore tout à fait avec les ADC parce que les ADC sont en plein cours de développement. On a donc fait, c'est en cours, une synthèse de la littérature avec Alexandra Forestier, Mathilde Saint-Guilain et aussi Geoffrey Faubeux, qui est pharmacien au centre
Oscar Landré. Je vais vous en donner les principales conclusions, les principaux messages. Un patient qui a un cancer, qui reçoit une chimiothérapie et qui a une maladie inflammatoire, c'est un patient qui est plus à risque de faire des complications, notamment infections. Je pense que Sarah nous en parlera tout à l'heure du patient immunodéprimé qui a une maladie systémique inflammatoire. On a un risque d'être aussi d'interactions médicamenteuses entre les immunosuppresseurs et certaines de nos molécules, notamment les thérapies ciblées ou certaines hormonothérapies, par moment, de manière paradoxale, grâce à nos corticoïdes à haute dose, les symptômes peuvent s'améliorer des maladies inflammatoires. C'est le cas de la polyarthrite rhumatoïde. Et on a des données en tout cas assez faibles concernant les biothérapies, leur gestion, leur arrêt. C'est issu de petites séries de rétrospectives, voire de case report. Pour les corticoïdes, on a plutôt tendance à les poursuivre pour éviter le surrisque inflammatoire, et en plus on les utilise dans nos protocoles de traitement, donc quitte à ce que le patient ait des corticoïdes, on ne va pas les arrêter pour les réintroduire à haute dose avec nos chimiothérapies. Je remercie Geoffrey, s'il est connecté, qui est pharmacien au centre hospitalier, qui nous a fait cette extraction de données à partir de la base Liverpool sur les interactions médicamenteuses. Vous voyez que les différents immunosuppresseurs que vous connaissez bien, la azathioprine, cyclosporine, everolimus, mycophénolate, sirolimus, tacrolimus, etc. Et puis plein de molécules, qu'elles soient des molécules de chimiothérapie, des molécules de thérapie ciblée, de molécules d'immunothérapie. Les interactions, selon leur degré, ont été mis en code couleur. En rouge, il ne faut pas co-administrer, il y a des gros potentiels, il y a des grandes interactions, c'est même une contre-indication. En orange, une interaction potentielle, et en jaune, une potentielle les plus faibles. Et en vert, on est un peu plus confiant sur le fait qu'il n'y ait pas d'interaction, et en blanc, il n'y a pas de données claires. Vous voyez, pour ces molécules et cette liste qui n'est pas exhaustive, bien sûr, on a beaucoup plus de molécules que cela. Forcément, avec les immunothérapies, les immunosuppresseurs ne font pas bon ménage. Forcément, avec les hormonothérapies, et notamment celles de nouvelle génération, et je pense à une hormonothérapie qui est souvent prescrite, l'enzalutamide, vous voyez qu'en fonction du type d'immunosuppresseur, cyclosporine et everolimus, il y a des interactions fortes avec ce médicament qui est un inhibiteur du récepteur aux androgènes. Il y a des interactions fortes avec d'autres hormonothérapies, l'abiraterone notamment, des interactions avec les inhibiteurs de mTOR, forcément, si on utilise d'autres inhibiteurs de mTOR comme immunosuppresseurs, mais la plupart du temps, les données, elles sont jaunes ou oranges. En fait, c'est pas bien, on sait qu'il y a des interactions, on est un peu comme dans le champ de l'immunothérapie où on vient quand même les prescrire pour tenter de contrôler la maladie inflammatoire, surtout lorsque l'objectif, c'est la qualité de vie. Donc ça, c'est pour les traitements de chimiothérapie et de thérapie ciblée. Pour la radiothérapie, on est dans la même évolution. Les modalités de radiothérapie évoluent fortement et les données qu'on a sont souvent des données qui ont 15 ou 20 ans. À l'époque, on irradiait différemment les patients. Ça, c'est l'image d'un cobalt, c'est très vieux. On ne traitait pas pareil les maladies immunitaires non plus à cette époque-là. Et donc, toutes les idées qu'on a, elles datent aussi de littérature accumulée au fur et à mesure des années avec des anciens moyens de traitement, alors qu'aujourd'hui, on en a des nouveaux, aussi bien radiothérapie guidée par l'image, tomothérapie, le CyberNet qui est la radiothérapie stéréotaxique, et puis des modalités très particulières qui ne sont pas disponibles partout en France, l'hadrothérapie, mais qui ont qui entraînent des phénomènes radiobiologiques différents. Et donc, est-ce qu'on peut vraiment conclure sur la base de la littérature qu'on connaît à la lumière de ces nouveaux traitements? C'est une vraie question. Il y a une très belle synthèse de la littérature dans le bulletin du cancer qui a 3 ou 4 ans maintenant, qui est vraiment assez exhaustive sur le sujet radiothérapie et immunosuppresseurs. Vous voyez qu'il y a un peu plus de 20 ans, tout ce qui était antécédent de connectivité ou de vascularité était une contre-indication vraiment relative à la radiothérapie, mais sur la base vraiment de données de publications anciennes, et qu'en fait, de nos jours, ces traitements médicaux plus performants sont probablement pas forcément adaptés avec la littérature qu'on connaît. Ce tableau, il n'est pas très visible sur les slides, mais en tout cas, il résume un peu l'exemple de différentes pathologies. Vous voyez la polyarthrite rhumatoïde, par exemple, on a des séries qui datent de 2008, 2001, 1987, des petits effectifs globalement, des données plutôt rassurantes en termes de complications et de polyarthrite rhumatoïde. Donc les patients qui ont une PR peuvent être
potentiellement irradier sans trop de complications, ça on est plutôt rassuré. Dans d'autres pathologies, le lupus c'est un peu plus discordant, avec pour certaines séries, pareil, avec vraiment des petits effectifs par moment, des effets négatifs en termes de complications, et quand on a des effectifs différents, voire un peu plus gros, ici pour cette méta-analyse, potentiellement une augmentation significative de toxicité tardive, hein, pas forcément aiguë, mais de toxicité tardive des radiothérapies. La sclérodermie systémique, c'est peut-être la pathologie pour laquelle il y a plus de données, même si elles sont un peu anciennes, pour nous dire que finalement, on a quand même à chaque fois, en fonction des séries, un peu plus de toxicité. Faut-il pour autant le contre-indiquer? On n'a pas la réponse avec nos modalités actuelles de traitement, et ce sera bien d'en discuter après avec vous, médecin interniste. En tout cas, plutôt des séries en faveur de plus de complications, mais il ne faut pas forcément arriver à une contre-indication. Mon point de vue d'oncologue, si je dois le résumer, c'est que de manière très simple et peut-être trop simple, on a deux grandes situations en oncologie. Les patients qu'on veut guérir, éligibles à une stratégie curative du cancer, et les patients pour lesquels les traitements seront palliatifs. Le but, c'est d'améliorer leur qualité de vie. Cette entité palliative, il y a beaucoup de situations différentes. Il y a le palliatif avec des maladies qui auront plusieurs années de vie, les cancers du sein. Il y a des maladies pour lesquelles ce sera quelques mois tout au plus, comme les cancers du pancréas. Donc, il y a probablement un distinguo à faire entre les situations palliatives. En tout cas, le point de vue à la lumière de la réflexion de votre vue à la littérature, c'est qu'en prise en charge curative, peut-être le temps des traitements étant limité à quelques mois, faut-il mettre, si possible, je vais bien dire si possible, au-delà sur le traitement de la maladie systémique immunitaire pour privilégier le traitement de la maladie cancéreuse, quitte à discuter ensuite d'une reprise de traitement de cette maladie immunitaire. Ne pas oublier la surveillance rapprochée, bien sûr, il ne faut pas que le patient en cours de prise en charge curative aggrave ses symptômes immunitaires, et là, il va falloir faire quelque chose et intervenir. Et en prise en charge à visée palliative, l'objectif reste la qualité de vie, et puis le traitement de la maladie immunitaire est vraiment associé à la qualité de vie aussi, et doit vraiment rentrer en compte dans la stratégie thérapeutique. Faut-il poursuivre les immunosuppresseurs? La réponse est oui. À quelle dose? Je laisserai la parole au professeur Gothenberg pour nous donner des éléments. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de consensus. Il y a des littératures qui, encore une fois, plutôt assez faibles. Le traitement, il est vraiment au cas par cas dans des discussions pluridisciplinaires qui sont animées, mais pas tant que ça. Donc, on va être amené à travailler ensemble. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci pour l'invitation à David et à toute l'équipe. Donc, je suis très content et ça va être très complémentaire de ce qui vient d'être dit par le docteur Turpin, puisque là, on va plutôt traiter des patients qui ont un cancer en rémission et chez qui on a la question d'introduire ou de réintroduire un traitement ciblé. Vous m'entendez bien? Très bien, parfait. Eh ben, on peut passer la dia suivante sur les conflits d'intérêts. Et la dia suivante, s'il te plaît. Alors donc, on l'a déjà dit, ça devient une comorbidité parmi d'autres d'avoir un antécédent de cancer. On a l'habitude d'avoir des patients avec des polypathologies et maintenant, il y a de plus en plus de cancers guéris et qui parfois nous font nous poser des questions sur le traitement, la suivante et la suivante. Et donc, on est pris, le patient, l'interniste, le rhumatologue, dans la question du risque de récidive cancéreuse ou du risque de sous-traitement de la maladie inflammatoire. La diapositive suivante. Et puis, on a très peu de recommandations et des recommandations assez anciennes qui ne sont pas toujours les mêmes, mais qui globalement, que ce soit chez les gastro-entérologues, puisque comme on partage un certain nombre de biothérapies de traitement ciblé avec les gastro-entérologues, pendant les 5 années qui suivent. Vous m'entendez encore? Oui, ouais, une coupure, c'est bon là. Ouais, le réseau n'est pas extra. Bon, je vais peut-être couper la caméra, on va se donner un peu plus de flux. Comme les patients ont été exclus des essais quand ils avaient un antécédent de cancer de moins de 5 ans, il y a encore des recommandations, la plupart du temps, d'être prudent dans les 5 années qui suivent le diagnostic de cancer. La suivante, s'il te plaît. C'est notamment le cas on utilise beaucoup en rhumatologie médecine interne les fiches du club rhumatisme et inflammation, où il est recommandé d'attendre 5 ans après la guérison du cancer, ce qui peut être très compliqué chez un patient qui a une maladie auto-immune systémique ou un rhumatisme inflammatoire actif. La diapositive suivante.
Et nos collègues scandinaves avaient fait ce travail il y a quelques années, montrant qu'il y avait un sous-traitement par biothérapie, que quand on mettait une biothérapie, c'était plutôt les traitements anti-lymphocytes B, mais que par exemple les anti-TNF, 1 à 6% des patients, on a au moins 30% des patients qui sont éligibles à une biothérapie. Donc ça montrait bien qu'à l'époque, il y avait un sous-traitement des patients avec un antécédent de cancer. La diapositive suivante. Et c'est pour ça qu'on a fait avec une task force européenne sous l'égide de l'EULAR une revue systématique de la littérature et des recommandations sur le sujet avec à la fois la diapositive suivante. Donc c'est Eden Sebag qui a été le fellow qui a fait tout le travail de la revue systématique de la littérature. Et on avait à la fois un oncologue, des rhumatologues, des internistes, et on a décidé de faire la revue systématique de la littérature, pas seulement en rhumato, mais aussi en gastro-entérologie, en dermatologie, et de focaliser cette revue sur les patients qui avaient un antécédent de cancer et qui étaient soit traités par des traitements ciblés, biothérapie, inhibiteurs de JAK, ou des traitements conventionnels pour qu'on soit capable de comparer la récidive du cancer ou la survenue d'un nouveau cancer par rapport aux traitements conventionnels, les DIMARD conventionnels, par exemple le méthotrexate. Et on était sûr à l'avance qu'on aurait assez peu de données, donc on s'était dit qu'on prendrait en compte les données émergentes du laboratoire de recherche d'interface, les données également concernant les incidences de cancer sous traitement ciblé en l'absence d'antécédents de cancer. Vous savez que la plupart des biothérapies n'augmentent pas le risque de cancer à part les cancers de la peau. Et aussi, et ça a été brillamment exposé cet après-midi, les données qu'on a concernant les prescriptions de biothérapie, de traitement ciblé, dans les complications des immunothérapies du cancer par inhibiteurs du carrefour immunitaire, qui sont quand même une situation où on donne parfois des biothérapies chez des patients qui ont un cancer qui n'est pas en rémission. La diapositive suivante. Donc, la revue systématique de la littérature, où finalement, on a abouti à une quinzaine d'études seulement où on est capable de comparer la survenue d'un nouveau cancer ou la récidive d'un cancer chez des patients avec un antécédent de cancer traités soit par biothérapie, soit par traitement de fond conventionnel. La diapositive suivante. Alors, c'est intéressant de voir que dans cette revue de la littérature, même si c'était élargi à la gastro-entérologie, la dermatologie, finalement, il y avait beaucoup de patients, mais surtout des patients traités par anti-TNF, ce qui n'est pas tellement surprenant puisque c'est quand même la biothérapie, la classe de biothérapie la plus ancienne, et finalement assez peu de patients traités par d'autres biothérapies. Et la diapositive suivante. Et l'autre information, c'est que c'était essentiellement des patients traités pour une polyarthrite rhumatoïde, et donc le plus souvent par anti-TNF, des cancers en rémission, et avec un suivi médian des patients sous biothérapie de moins de 3 ans, ce qui doit quand même aussi nous laisser prudents quant aux conclusions hein, par rapport à certains cancers avec un risque de récidive tardive. La diapositive suivante. Et finalement, ça, c'est les résultats de la méta-analyse qui analyse donc le risque de récidive ou de nouveau cancer, parce que dans la plupart des données de la littérature, c'est impossible de faire la différence. Les études ne différencient pas le risque de récidive du premier cancer, de l'antécédent, par rapport à la survenue d'un cancer qui n'a rien à voir. En tout cas, il n'y a pas de différence entre les biothérapies. Il n'y a pas plus de risque de récidive qu'avec le méthotrexate, qu'avec les traitements de fond conventionnels. La diapositive suivante. Alors, on avait fini ce travail il y a 2 ans, hein, puisque le travail a été publié l'an dernier, et juste 2, 3 publications récentes qui montrent à peu près la même chose, qui n'était pas inclus dans la revue systématique de la littérature. Ça, c'est une collègue américaine du MD Anderson qui a analysé la survie chez les patients avec un cancer du sein. Alors, c'est intéressant parce que dans la plupart de nos études, c'est un mélange de cancers. Il y a très peu d'études avec des cancers bien spécifiés dont on a bien l'analyse des facteurs de risque au moment de l'initiation de la biothérapie. Donc eux, ils font un travail très sérieux, qu'ils essayent d'ajuster au maximum pour la comparaison avec des traitements non biothérapie. La diapositive suivante. Et il n'y avait pas de différence de survie à 1, 2 ans liée au cancer, qu'on soit traité par un anti-TNF, un traitement de fond conventionnel ou qu'on n'ait pas de traitement de fond du tout. La diapositive suivante. Elle a publié récemment avec son groupe un travail qui concernait cette fois plus de 1500 patients
qui avaient soit un cancer du côlon, du poumon, de la prostate. La diapositive suivante, avec le même travail d'ajustement et de comparaison par rapport au traitement de fond entre anti-TNF, traitement de fond conventionnel, absence de traitement, et il n'y avait pas de différence de récidive, en tout cas de survie liée au cancer dans ces 3 cancers. La diapositive suivante. Et finalement, dernière étude récente publiée cette année dans le registre danois, où là, c'est intéressant, c'est vraiment une étude consacrée au risque de récidive du cancer initial chez des patients qui ont une polyarthrite rhumatoïde et un antécédent de cancer, avec 3 groupes, anti-TNF, anti-CD20, donc traitement qui déplète le lymphocyte B, et traitement de fond conventionnel, et pas de différence dans le risque de récidive du cancer. Donc des données concordantes avec la méta-analyse de la littérature qu'on avait fini en 2022. La diapositive suivante. Donc, voilà un petit résumé des messages qu'on a. On a essayé de faire d'avoir des messages pratiques et aussi de se mouiller un peu dans ces recommandations. On a voulu aussi rappeler que ne pas traiter l'inflammation entraînait aussi une augmentation du risque de cancer en soi, qu'il ne fallait pas uniquement avoir peur du risque potentiel de récidive de cancer à cause d'une baisse de l'immunosurveillance potentielle liée au traitement ciblé, tout ça étant très spéculatif, alors que le fait de laisser une inflammation non contrôlée augmente en soi le risque de certains cancers. La diapositive suivante, avec un exemple qui est bien connu, qui est l'augmentation du risque dans la polyarthrite rhumatoïde de lymphome, plus de 2 fois par rapport à la population générale. Et ce risque, la diapositive suivante, est lié à l'activité de la maladie. On a un surrisque chez les patients qui ont de nombreuses articulations douloureuses et gonflées selon le score DAS28, soit au moment du diagnostic, soit après 1 an de suivi. Donc ne pas traiter l'inflammation dans ce cas précis de la polyarthrite rhumatoïde augmente le risque de lymphome, ça c'est certain. Diapositive suivante, une autre maladie où l'activité systémique de la maladie est associée au risque de lymphome, c'est la maladie de Sjögren, qui est la maladie la plus associée au risque de lymphome, plus de 14 fois plus de lymphome que dans la population générale. Et là aussi, lorsqu'on a une activité de la maladie élevée, on augmente le risque de lymphome. C'est important parce qu'il y a probablement des biothérapies qui vont arriver dans le Sjögren. On a des essais de phase 3 récents positifs. Donc le problème va se poser aussi dans le Sjögren. Et là aussi, le fait de ne pas traiter une maladie de Sjögren active au plan systémique confère un risque de lymphome chez ces patients. La diapositive suivante. Donc, comme toujours, et c'est ce qui a été discuté déjà largement depuis le début du séminaire, c'est la balance bénéfice-risque et l'importance de la décision partagée entre patients et médecins. La diapositive suivante. Et premier message pratique, c'est justement quand initier le traitement ciblé. Lorsqu'on décide de débuter un traitement, on a fait une méta-analyse, une sous-analyse dans cette méta-analyse des patients qui avaient reçu une biothérapie moins de 5 ans après le diagnostic du cancer. On a quand même trouvé 6 études, et c'était des études qui concernaient essentiellement la polyarthrite rhumatoïde et les anti-TNF. Il n'y avait pas d'augmentation, même quand le traitement, la biothérapie est initiée moins de 5 ans après le diagnostic du cancer, entre les patients traités par anti-TNF et par méthotrexate. Et comme ce critère de 5 ans est complètement subjectif, lié au critère d'exclusion des essais, comme je le disais au début, et qu'il n'a aucun sens puisque le risque de récidive dépend énormément du type de cancer, comme ça a déjà été dit. Un cancer du testicule qui ne récidive pas dans l'année est pratiquement toujours guéri, par exemple, alors que certains cancers ont des métastases tardives, comme les cancers du sein. On a décidé de proposer l'absence de délai spécifique, d'oublier ces 5 ans et de décider au cas par cas en fonction des facteurs de risque cancérologiques du patient, de l'activité de la maladie et en concertation avec l'oncologue. La diapositive suivante. Ensuite, on a essayé de voir ce que nous apportait la littérature concernant des cancers spécifiques et notamment des tumeurs solides. Alors là, on met en dehors des tumeurs solides les cancers basospinocellulaires qui posent un peu moins de problèmes.
et le mélanome qui en pose des différents compte tenu de l'importance de l'immunosurveillance et du fait qu'il y avait une seule étude. Donc, on n'a pas voulu statuer sur antécédents de mélanome. Ça, c'est vraiment important qu'on continue tous avec les travaux, les registres, les données de vie réelle, de générer des données parce qu'on a tous des patients avec antécédents de mélanome qui finissent par être traités par biothérapie. Mais pour les autres cancers, côlon, poumons, etc. On a trouvé finalement 6 études avec des patients traités par anti-TNF et finalement beaucoup moins d'études. Je crois qu'il y en avait 2 ou 3, c'est la diapositive suivante avec le rituximab. Et on a préféré donc de recommander les anti-TNF aux anti-CD20, ce qui peut surprendre. Mais d'une part, il y avait plus de données, et d'autre part, il y a de plus en plus de données venant de la recherche translationnelle sur le meilleur pronostic de certains cancers, cancer du poumon, cancer de l'ovaire notamment, lorsque la tumeur est infiltrée par les lymphocytes B. Il y a également des données qui viennent plutôt de l'animal, mais aussi quelques données ex vivo, que les inhibiteurs de checkpoint sont moins efficaces quand il y a une déplétion lymphocytaire B. Donc finalement, contrairement à ce qu'on a fait pendant des années où on avait tendance à donner du rituximab sans vrais arguments, à part que ce traitement était utilisé dans le traitement du lymphome, ce qui n'est pas exactement une tumeur solide, on a plutôt tendance à penser, jusqu'à ce qu'on ait plus de données, qu'en première ligne chez un patient qui a un antécédent de tumeur solide, il est plutôt préférable de donner des anti-TNF au rituximab. Il y a également le lymphocyte B est impliqué dans des structures bien organisées dans la tumeur qu'on appelle des structures lymphoïdes tertiaires, qui, lorsqu'elles sont présentes, améliorent le pronostic de la tumeur. Donc, c'est peut-être pas une bonne idée d'aller dépléter le lymphocyte B chez des patients avec un antécédent de cancer solide. La diapositive suivante, bien sûr, chez les patients ayant un antécédent de lymphome, ça, pas de changement. Un traitement, une déplétion lymphocytaire B est préférable à d'autres options de traitement. La diapositive suivante, s'il te plaît. Alors, prudence avec les inhibiteurs de JAK-STAT. Ça, vous savez tous qu'on a d'une part des données d'un essai randomisé qui ont montré que comparé aux anti-TNF, dans une population plus à risque, âgée, qui n'a pas d'antécédent de cancer, ben, il y a plus de risques cardiovasculaires et il y a plus de risques de cancer, des cancers non basospinocellulaires, donc un risque démontré dans un essai randomisé avec le tofacitinib. Et récemment, une étude de vie réelle qui montre que c'est également vrai quel que soit l'inhibiteur de JAK, en fait, et que ce surrisque par rapport aux biothérapies type anti-TNF apparaît un peu comme dans Oral Surveillance après plus d'un an et demi de traitement, ce que vous voyez sur la courbe de droite. Donc, prudence avec les inhibiteurs de JAK tant qu'on n'a pas de données spécifiques chez les patients avec antécédents de cancer. Diapositive suivante. On a aussi alors là, les données sont plus fragiles, mais l'abatacept, qui est donc le traitement, l'inverse de l'immunothérapie du cancer de l'anti-CTLA4, c'est du CTLA4 IG. Il y a des petits signaux quand on regarde. Alors, c'est des données qui concernent uniquement les patients sans antécédent de cancer. Il n'y a pas de données chez les patients avec antécédent de cancer. Et là aussi, il faut qu'on en génère. Mais il y a un peu plus quand on compare avec des patients traités par anti-TNF ou traitement de fonds conventionnels. Il y a un petit peu plus de risque de certains cancers et pas seulement les cancers de la peau. Donc, en l'absence de données spécifiques, on a décidé pour les 2 classes thérapeutiques, la diapositive suivante, pas d'interdire ces traitements, mais de dire qu'il faut les utiliser avec précaution en l'absence d'alternatives thérapeutiques chez les patients avec un antécédent de cancer. La diapositive suivante, donc ça résume un peu nos recommandations, une évaluation personnalisée du risque individuel de cancer conjointement avec l'oncologue, une décision partagée et une petite préférence en cas d'antécédent de cancer solide pour les anti-TNF, en cas d'antécédent d'hémopathie pour le rituximab. Et important de générer d'autres données. La diapositive suivante, qui doit être une des dernières. Donc, l'agenda de recherche, il est très bien fourni, puisqu'on a besoin de données pour les traitements ciblés non anti-TNF, les autres maladies que la polyarthrite rhumatoïde, les patients non en rémission, certains sous-types de cancer comme mélanome et lymphome. On doit augmenter le durée de suivi des patients,
faut qu'on s'intéresse aussi aux états précancéreux comme les GABA-pathie monoclonales de signification indéterminée, les cryoglobulinémies. Pour ceux que ça intéresse, il y a un study group EULAR qui se réunit à chaque congrès de l'EULAR. Et n'hésitez pas à m'écrire, je vous en dirai plus quand on aura la date de la prochaine réunion au mois de juin. Et avec ça, je vous remercie de votre attention et je remercie tous les Eden Sebag et tous les membres de la Task Force EULAR qui ont participé à ces recommandations. Merci beaucoup, professeur Gothenberg. Donc déjà, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou sur le chat? N'hésitez pas à poser vos questions. Oui, on a une question de professeur Ledet. Ouais, merci beaucoup Anthony et Jacques de ce topo complémentaire, on va dire. Donc, Anthony, tu nous dis que quand il y a une visée curative finalement pour le cancer, il faut essayer de décaler le traitement immunosuppresseur si on peut en tout cas. Et Jacques-Éric nous dit effectivement que là aussi on peut être amené à décaler jusqu'à la rémission du cancer, donc ça va un petit peu dans le même sens, on va dire. Mais ça m'amène à deux questions très pratiques, qui est que de temps en temps, on ne peut pas décaler, c'est-à-dire qu'en fait, la maladie auto-immune qui a été découverte parfois de manière assez précoce par rapport au cancer est extrêmement active et nécessite un traitement. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est une question assez pratique, c'est qu'est-ce qu'on peut vraiment être extrêmement délétère pour l'aspect cancérologique si on traite la maladie. Et la deuxième question qui est corollaire, c'est finalement, Jacques-Éric, tu nous dis on peut utiliser des anti-TNF par exemple, mais la question qu'on se pose très fréquemment et quotidiennement, c'est si on est vraiment amené à traiter ces patients qui ont maladie d'auto-immune d'un cancer qui est récent, pas forcément en rémission, est-ce qu'il y a des traitements qui sont vraiment à éviter, immunosuppresseurs, donc anti-TNF, anti-CD20, anti-L6, méthotrexate, CEP7, endoxan. On se pose toujours la question quel est le meilleur traitement dans cette situation défavorable. On va absolument les traiter alors qu'ils ont un cancer qui n'est pas en rémission ou qui est encore actif. Ouais. Anthony, tu veux répondre d'abord? Alors, premier élément de réponse, c'est vrai que si la maladie immunitaire n'est pas contrôlable, il y aura des conséquences sur le traitement même du cancer et sur la maladie cancéreuse. Quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Il faut faire le choix le moins nocif possible, c'est-à-dire celui qui a peut-être le moins de conséquences sur les décalages de cure et les conséquences hématologiques, notamment. Et infectieuses, de la combinaison, tout ça. De la combinaison, tout ça. Donc c'est de la discussion et je ne pense pas qu'on ait de recette malheureusement magique. L'oncologue peut apporter des informations sur le potentiel hématotoxique, neutropéniant de la chimiothérapie. Et à la lumière de ces infos, là, c'est la discussion pour que vous nous dites quel immunosuppresseur est plutôt le plus utilisable. Et en fait, je dis ça parce que j'identifie quand même quelque chose qui manque, dans le sens où, en fonction potentiellement de l'oncologue avec lequel on discute, on peut avoir des réponses différentes en termes de traitement immunosuppresseur, immunomodulateur autorisé pour un même cancer. Donc ça montre bien qu'il n'y a pas de données, il n'y a pas de réponse simple, mais je pense que ça serait quand même très intéressant qu'on ait non pas des guidelines, mais qu'on ait des recommandations en disant si on veut mettre une chimiothérapie, par exemple, parce qu'on a bien compris qu'à ce moment-là, l'immunothérapie pouvait être décalée si la maladie auto-immune était super active, etc. Mais si on met telle chimiothérapie, et avec tel cancer, ce traitement immunosuppresseur modulateur est à préférer, quoi. Que ce soit une biothérapie ou un traitement immunosuppresseur classique. Et ça, je trouve que c'est un gros manque, parce que les réponses sont très hétérogènes et très variables. Et je pense que c'est quelque chose qui est pas oui, bien... parce que les situations sont extrêmement hétérogènes aussi, en fait, en fonction d'un sous-type de cancer, d'activité, on parlait de la folie tertiaire, ça c'est pas pour tous les cancers, il y a vraiment quelque chose qui est super dur à transmettre comme message, parce que ça dépend tellement de plein de patients. Ça, si on veut prendre, dans le sens l'archétype de la sclérodermie, si tu as une sclérodermie avec plutôt un profil très inflammatoire pulmonaire, on dirait plutôt pas l'immuno. Mais en fait, si c'est plutôt une atteinte digestive, on va dire que le TKI ne va pas marcher, il va pas être absorbé. Si c'est des RNA-POL 3, on va dire les corticodoses de la chimio, ça va lui faire une crise rénale. En fait, déjà, on ne peut pas faire une réponse globale. Et dans l'inverse, en fonction du cancer. Alors, pour la discussion endoxan, métaux, c'est vrai que le métaux, c'est quand même une ligne dans certains cancers qui ne marche pas. Mais c'est quand même une ligne. L'endoxan, c'est une ligne dans beaucoup de cancers aussi, en fait. Donc nous, naïvement, mais vraiment, là, complètement, on se dit...
quand l'oncologue nous laisse le champ, on dit bah oui, l'endoxan fait partie parfois de certains protocoles de chimio, et donc peut-être c'est un peu mieux, mais tu vois, c'est fragile quand même. C'est pas combinable avec tout. Ouais. Et j'ai pas de film de me passer d'autres choses que je voulais dire. Oui, il y a aussi des maladies auto-immunes qui ont une atteinte d'organes sévère. Si on ne traite pas cette atteinte d'organes, ça va compromettre la réalisation de la chimio. Si on a une vascularité de l'atteinte rénale, bah, il n'y a aucune chimio qui pourra passer. Là où on met le doigt, c'est plutôt on veut induire une rémission. Et qu'est-ce qui est La maladie auto-immune. interdit? L'idée, c'est pas de trouver une ligne qui va être commune. C'est pas de dire de faire l'endoxan parce que l'endoxan marche. C'est plutôt de dire finalement, parce que globalement, c'est surtout des myopathies inflammatoires et hépatiques dans le cancer. La sclérodermie, c'est des antécédents, mais là on parle plutôt d'une maladie qui va être synchrone, une dermatologie, qui nécrose, qui ulcère, qui est une atteinte cardiaque. Eh ben, ces patients, comment on peut l'induire pour qu'on puisse commencer le traitement optimal de la maladie oncologique? Pour moi, si on en est à avoir une atteinte cardiaque, de toute façon, il n'y a quasi aucun traitement oncologique qui pourra passer tant que l'atteinte cardiaque ne sera pas traitée. L'urgence sera à l'atteinte cardiaque. Ce qui va être compliqué, c'est tous les entre-deux. Enfin, s'il y a vraiment une urgence d'un côté ou de l'autre, ça va être plus facile de trancher, mais c'est tous ces entre-deux, bah, en fait, on ne sait pas. Je pense que la conciliation médicamenteuse avec un pharmacien est aussi importante pour justement juger des interactions avec les autres traitements possibles du patient. Vas-y, Jacques-Éric veut compléter. Oui, alors, bon, ben, je suis évidemment d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. On a fait aussi un travail qu'on a présenté au Congrès américain de rhumato, qu'on n'a pas encore publié, sur les données de l'assurance maladie chez l'utilisation des biothérapies ou du méthotrexate chez des patients ayant un cancer non en rémission, qui avaient fait des complications immunomédiées par les checkpoint inhibiteurs. Et on n'a pas vu d'augmentation de la mortalité. C'est ça qu'on peut étudié de façon à peu près correcte dans les données du SNDS. Sous biothérapie, vous savez ça a été discuté, c'est très controversé. Dans cette population très à risque de patients ayant des cancers. Et là, il y a un essai en cours, je ne sais pas si vous y participez, dans la survenue de polyarthrite sous inhibiteur de checkpoint, où on randomise le tocilizumab, l'anti-IL-6, par rapport aux corticoïdes. Par contre, on a confirmé, on en parlait avant, les corticoïdes à forte dose, c'est clairement pas bon. Hein, c'est vraiment, c'est ce qui est dit est vrai. Mais on ne sait pas pourquoi ils sont mis, donc c'est difficile à interpréter. Mais le pire des traitements, ça reste probablement les corticoïdes à cause du risque infectieux, à cause de la diminution de la réponse antitumorale. Et moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est ce qu'on a essayé de dire, sans dire de bêtises, parce que la littérature est pauvre. On a vraiment l'impression que les anticytokines sont pas particulièrement dangereuses dans un contexte de cancer. C'est vraiment notre impression, pose assez peu de problèmes alors, de cytopénie. Finalement, le métaux peut en poser un peu plus s'il y a une chimio en même temps, etc. Mais anti-TNF, ça se passe bien. On sait que les anti-L6, on a vraiment l'impression, on n'a pas eu le droit de l'écrire, les reviewers nous ont empêchés, mais nous, notre consensus, c'était pour dire que les anti-L6 pouvaient également être utilisés dans ce contexte-là, mais il n'y avait pas assez de données. Mais vraiment, ça, c'est une impression. Alors, bien sûr, il faut faire au cas par cas, il ne faut pas généraliser, mais j'ai l'impression qu'on a peut-être un peu trop peur des biothérapies anti-cytokines pour lesquelles on commence à avoir vraiment un sacré recul, hein, y compris dans l'utilisation pratique, même si malheureusement, ce n'est pas toujours publié tout ça. Et je crois que c'est très important parce que vous faites à Lille, c'est de faire des RCP, de discuter ensemble, parce que c'est vrai que les avis des oncologues ne sont pas forcément les mêmes. Alors pourquoi pas envisager une RCP complexe voilà, pour certains. Profiter des RCP d'immunotox aussi pour ça, hein, pour discuter des problèmes d'initiation, puisque là, vous avez les experts des maladies auto-immunes, les experts d'oncologie. Ça permet au passage aussi de discuter un peu, alors ça c'est ma casquette rhumato qui ressort, de l'os, qui est souvent un peu, voilà, de ne pas oublier les complications osseuses, des hormonothérapies, etc. C'est vraiment, je trouve que les RCP immunotox ou autres, et pourquoi pas de temps en temps de faire des super RCP pour des histoires vraiment très compliquées, ça aide parce qu'effectivement, on peut pas généraliser. Mais j'ai l'impression que les anticytokines classiques avec des monoclonaux, je ne parle pas des JAK, sont pas dangereuses.
Et par contre, je serais extrêmement prudent. Là, on l'a dit de façon feutrée, ça a été une bataille, mais pas seulement avec les JAK inhibiteurs, ça c'est logique. On a tous en tête le fameux papier du New England qui est corroboré par les données allemandes, hein, de vraie vie, registre allemand qui est d'une excellente qualité. Ils n'ont jamais dit une bêtise depuis 25 ans qu'ils écrivent. Et l'abatacept, moi je suis très prudent, c'est un super traitement, mais pas, à part pour sauver une myocardite voilà, immuno-induite, plutôt éviter quand on a d'autres lignes de traitement chez un patient qui a un cancer assez récent, j'éviterai l'abatacept. Et puis, il faut que le message sur les anti-CD20, moi, j'avoue que je l'apprends, hein, pour être tout à fait honnête. J'avais même l'idée inverse au départ. Et donc ça, je pense que c'est un message très, très intéressant. C'est assez récent, cette histoire de lymphocyte B qui reprend sa place en immuno-oncologie, parce qu'il n'y a que le lymphocyte T qui existait. Ça a été montré dans des cancers agressifs, notamment le sarcome. Leur présence, alors, leur action réelle, c'est pas très décrit, mais leur présence... Il y a quand même beaucoup de maladies auto-immunes qui ne sont pas répondeurs aux stratégies anticytokiniques. Donc, et voilà, mais c'est tellement complexe d'établir une stratégie à l'avance sur l'agressivité de ce type de cancer. Ça, c'est un message déjà. Ça veut dire qu'en fait, on ne peut pas. Pour les corticos, souvent ils sont utilisés avec des antiémétiques, des protocoles de chimiothérapie. On peut aussi les remplacer. Hein. Il y a d'autres médicaments, les anti-MCAN, la substance P, les cétrons, des choses. Pour un patient pour lequel les corticoïdes ne seraient pas indiqués en raison de la maladie immunitaire, il faut que ça soit un message que les oncologues apprennent aussi. Il ne faut pas les mettre, il faut essayer de faire autrement. La situation la plus fréquente qu'on rencontre, c'est que j'ai évalué, c'est quand même des patients qui ont le plus souvent une myopathie inflammatoire, chez qui le bilan paranéoplasique est fait et découvre un cancer. Et souvent, la myopathie, elle est sévère, parce que souvent, elle est sévère. Et là, on en a pour 2 heures de discussion entre le méthotrexate, le rituximab, les IVIG, les corticoïdes, pour savoir ce qu'on a le droit de mettre, pas le droit de mettre, ce qui est mieux, ce qui n'est pas mieux. Et notamment, c'est souvent entre métaux et endoxan, par exemple, que ça se discute très souvent. Et là, ce que j'entends, c'est finalement, on ne peut pas faire une règle un peu générale, on va dire, ça dépend du cancer, du type de cancer, de l'urgence à traiter le cancer, etc., du côté curatif. Donc, c'est ça aussi un message très important. Je pense que c'est aussi une discussion aussi avec les oncologues. Alors moi, je parle pour le parti rhumatique inflammatoire où on a effectivement le plus de données. Et parfois, effectivement, on sent que les oncologues ne sont pas forcément toujours bien au courant de ces données-là, notamment des anti-TNF. Et ça m'est arrivé pour une patiente qui était contrôlée sur le plan de son cancer du sein, mais effectivement qui développait un rhumatisme inflammatoire qui, malgré le méthode, devait envisager une biothérapie. Et c'était quasiment contre-indication. Donc j'ai dû expliquer. Donc voilà, tu vois, après discussion, en expliquant les données, le point to consider, les données qu'on a de recul, et en expliquant en disant que si elle était inflammatoire, bah, ça n'aidait pas non plus son cancer. Mais aussi, cette situation qu'on rencontre, c'est que parfois, ça dépend dans les centres tertiaires de l'hôpital en vrai, c'est sûr, mais d'autres oncologues où on peut avoir effectivement. Et là, ce qui est bien, c'est que le point to consider ou les données qu'on a de registre peuvent nous aider à discuter avec les oncologues là-dessus. Le premier TNF, c'est le tumor des colic factors. Donc, rien que le nom, tu te dis, tu n'as pas envie d'en donner, ça te fait spontanément. Mais c'est la donnée avec les immunothérapies où on les a commencé à les utiliser et alors après on a encore avoir du recul là-dessus, mais c'est vrai qu'en tout cas pour les rhumatismes, c'est vraiment cet argument que moi j'insiste sur le côté s'ils sont inflammatoires, pour leur cancer, ça ne va pas leur rendre service ni aux gens en fait. Une question d'Alisonné, c'est moi. Ouais. Il y avait une question. De quoi d'appel à la fois dans le chat et à la fois en vrai. Et c'est vrai que c'est pas forcément entre les pathologies auto-immunes et les rhumatismes inflammatoires où on peut encore discuter, puisqu'effectivement il n'y a pas d'intervital, mais comme les gastro aussi, hein, l'ambiti, je pense que malheureusement il y a des choses où on est obligé de contrôler la pathologie pour des risques vitaux, même si le cancer, c'est de toute façon des intérêts de discuter en commun et de pouvoir trouver le meilleur compromis. Hein. Et puis j'ai envie de dire, c'est aussi, alors après on n'est pas du tout dans cette situation, et comme tu parles du palliatif,
Moi, j'avais un patient à cancer hépatocellulaire qui était actif, mais en palliatif, et qui avait son diabète très actif. Et lui, le patient, l'hépatologue, et puis moi, on a décidé qu'on allait le remettre sous anti-TNF. Mais voilà, il y a aussi Pour la ça. qualité de vie, Le patient, de toute façon, doit être bien informé. Et cette patiente que je parle du cancer du sein, et le rhumatisme SO, elle était bien informée des principes. Et voilà, mis au centre. Et c'est vrai que ce que j'expliquais, c'est qu'il faut absolument qu'on discute avec les oncologues pour être d'accord et pas que le patient se retrouve au centre de la décision. À se dire, il y en a un qui dit vert et l'autre qui dit rouge.